Aujourd'hui, dans French Horror Story, parlons de l'affaire de Haute-Faille, une chronique de la folie collective. C'était un jour doux étouffant de l'année 1870. Le soleil semblait vouloir griller la terre de la Dordogne, et l'air lui-même était lourd de tension. La guerre, déclarée à la Prusse un mois plus tôt, pesait sur les esprits. Le village de Haute-Faille, habituellement paisible, vivait sous l'ombre de cette menace lointaine, palpable malgré la distance des champs de bataille. La foire annuelle battait son plein ce 16 août, des étals colorés s'alignaient sur la place du village, et les cris des marchands résonnaient dans l'atmosphère estivale. Mais les sourires étaient crispés, et les regards inquiets. Dans les conversations, il n'était question que de la guerre, des défaites, et du destin incertain du pays. Parmi la foule, Alain de Monnet avançait avec aisance. C'était un homme de 32 ans, au visage ouvert et aux manières affables. Issu d'une famille influente de Baussac, il jouissait d'un respect certain dans la région. Vêtu avec élégance mais sans ostentation, il saluait les villageois, échangeant des mots aimables ici et là. Il aperçut alors son cousin, Camille de Maillard, en grande discussion avec un groupe de paysans. Camille, un homme d'esprit, ne se cachait pas d'avoir des sympathies républicaines, et cela le mettait parfois en porte-à-faux avec certains villageois, fidèles à l'empereur. Camille, toujours en train de parler politique, « à ce que je vois », lança Alain en s'approchant avec un sourire. Camille leva les yeux vers lui et répondit d'un ton léger, mais teinté d'une certaine gravité. « Que veux-tu, Alain ? Il est difficile de rester silencieux, en des temps pareils. » Les paysans autour d'eux, dont les visages étaient marqués par la fatigue et l'inquiétude, observèrent la scène avec une attention mêlée de suspicion. L'un d'eux, un homme au visage buriné par le soleil, se tourna vers Alain. « Alors, monsieur de Monis, vous allez rejoindre l'armée » demanda-t-il brusquement. « C'est bien mon intention, » répondit Alain calmement. « Il est de notre devoir de défendre le pays. » Un autre paysan, plus jeune, s'approcha, les sourcils froncés. « Et que pensez-vous de tout ça, hein ? De cette guerre, de ce que Camille dit ? Que la République pourrait faire mieux que l'empereur ?» Alain sentit l'animosité dans la question, mais il garda son calme. « Je crois qu'il est naturel de discuter des idées en ces temps troublés. Mais au fond, nous voulons tous la même chose, la victoire de la France. » Le jeune homme parut hésiter, mais un murmure commença à s'élever dans la foule, amplifié par la chaleur et la tension ambiante. Une vieille femme, serrant un châle sur ses épaules malgré la chaleur, s'avança d'un pas chancelant. « Ils disent que Camille a crié à bas Napoléon. Qu'est-ce que c'est que ces manières ?» Camille, sentant le danger, tenta de désamorcer la situation. « Ce n'est pas ce que j'ai dit, je ne faisais que débattre. » Mais les murmures enflaient, alimentés par la peur et la colère. « Traîtres, républicains, ils veulent livrer la France aux Prussiens !» s'exclamait un homme à la barbe épaisse, levant un poing rageur. Alain tenta de calmer les esprits. « Mes amis, vous vous méprenez. Personne ici ne soutient les Prussiens. Nous sommes tous Français. » Mais ces paroles furent noyées par les cris. La foule, en proie à une colère irrationnelle, le désigna rapidement comme bouc émissaire. Un homme lui lança un coup, suivi de plusieurs autres. Camille essaya de le protéger, mais fut repoussé violemment. « C'est lui !» hurla quelqu'un. « C'est Alain qui est contre l'empereur. » Les accusations pleuvaient, de plus en plus délirantes. Alain se débattait, tentant de raisonner ses agresseurs. « Arrêtez, vous commettez une erreur terrible, je suis de votre côté. » Mais rien n'y faisait. Les coups pleuvaient avec une brutalité inouïe. Les villageois, d'abord hésitants, furent emportés par la folie collective. Même ceux qui n'avaient pas frappé Alain participèrent désormais à sa mise à mort, animés par une furie incompréhensible. Alors que la foule, comme un animal incontrôlable, le traînait jusqu'à une mare asséchée à l'extérieur du village, Alain, meurtri et à peine conscient, murmura des mots que personne n'entendit. La haine avait éteint toute raison. Alain fut jeté à terre, et des mains frénétiques déchirèrent ses vêtements, exposant sa chair meurtrie. Les insultes fusaient, déshumanisant celui qui, quelques heures plus tôt, était encore un membre respecté de la communauté. Un homme, le visage déformé par la rage, s'arma d'un bâton et commença à frapper sans relâche jusqu'à ce qu'Alain soit à peine capable de bouger. Des pierres s'en furent lancées, chaque impact arrachant un gémissement à la victime. Mais dans la frénésie ambiante, ces gémissements semblaient n'être que des murmures, emportés par le vent. Là, au milieu de ce cauchemar, Alain parvint à articuler quelques mots, sa voix brisée par la douleur et la terreur. « Je vous en prie, arrêtez. » Mais ces supplications se perdirent dans la cacophonie des cris et des coups. Les villageois, consumés par une fureur qu'ils ne comprenaient même plus, ne voyaient plus un homme, mais un ennemi imaginaire, porteur de tous leurs maux. « Qu'on le brûle !» hurla quelqu'un dans la foule,
et l'idée se propagea comme une traînée de poudre. Dans une sorte de transe macabre, les hommes s'activèrent, amassant des fagots autour du corps inerte d'Alain. « Vive l'empereur !» criait-on encore, dans une frénésie de violence que rien ne pouvait plus arrêter. On alluma le bûcher. Le bois sec s'embrasa rapidement, les flammes léchant le corps brisé d'Alain. Les rares personnes qui, au fond d'elles-mêmes, réalisaient l'horreur de la situation, n'osèrent intervenir, paralysées par la peur d'être, elles aussi, entraînées dans cette spirale de violence. Les hurlements d'Alain, déchirants, résonnèrent longtemps dans les oreilles small de ceux qui furent témoins de cette scène. Mais aucun cri, aucune souffrance ne pouvait plus arrêter la folie qui avait pris possession du village. Lorsque le silence retomba enfin, il ne restait que des cendres et une odeur de chair brûlée, incrustée dans l'air chaud de cette journée d'été. Le lendemain, à l'aube, Hautefeuille se réveilla, lourd du poids de l'horreur commise. Les villageois, éreintés par la folie qui les avait possédés, réalisaient avec horreur l'étendue de leurs crimes. Alain de Monaize, le voisin, l'ami, n'était plus. Seuls les restes calcinés de son corps témoignaient de la barbarie qui s'était emparée d'eux. Les jours qui suivirent furent marqués par l'enquête. Les responsables furent jugés, 4 d'entre eux condamnés à mort. Le village, quant à lui, resta à jamais marqué par cette tragédie. La mémoire collective se chargea de perpétuer cette sombre page d'histoire, un rappel constant de la folie qui peut s'emparer des hommes en temps de crise.